bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous rejoindre. Un peu frustré aussi de ne pas pouvoir voir à qui je parle dans le détail. Mais je suis sûr que on aura l'occasion de se voir dans un futur que j'espère le plus proche possible. Donc, je vous souhaite également une très bonne année. J'en profite, très bonne année, très bonne santé à toutes et à tous. Merci. Donc effectivement, je m'appelle Yves Forisson, je travaille chez Michelin. Ça fait 20 ans presque que je suis chez Michelin. J'y suis rentré tout de suite en sortie d'école d'ingénieur. J'ai eu la chance de pouvoir tout de suite partir aux États-Unis dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le service militaire en entreprise, que vous appelez maintenant VIE, qui a été une fabuleuse opportunité pour découvrir le groupe de l'autre côté de l'Atlantique. Et en très résumé, j'ai fait à peu près 5 ans de recherche et développement dans le groupe, 5-7 ans dans des fonctions de vente auprès des constructeurs automobiles, 5-7 ans dans des fonctions marketing, qu'elles soient des marketing de l'innovation, du marketing de l'offre, du produit, du marketing de la marque Michelin, dont une partie aux États-Unis, 4 ans. Ensuite, j'ai rejoint une première aventure que Michelin a lancée autour de l'impression 3D métal ou la fabrication additive dans une société qui s'appelle Adup, où je suis resté 2 ans et je suis ensuite passé dans une autre aventure également cofondée par Michelin qui s'appelle Symbio et qui travaille sur des piles à hydrogène. Je suis resté un peu plus d'1 an et je suis aujourd'hui revenu chez Michelin complètement et je suis en charge de toutes les activités hydrogène pour le groupe. La présentation que je vais vous faire, j'ai envie de vous expliquer que considérez qu'elle est autant Michelin que Symbio, et j'associerai volontiers Faurecia à cette présentation, puisque Michelin et Faurecia sont les deux co-actionnaires de l'entreprise Symbio et ont choisi d'investir à la fois financièrement mais aussi humainement pour construire un futur leader de la pile à hydrogène. J'ai envie de vous dire un leader français, bien sûr, mais un leader européen et également un leader mondial, puisque à l'heure où je vous parle, Symbio est en train de commencer des activités en Chine et commence à regarder l'Amérique du Nord. Sans plus attendre, je vais commencer cette présentation qui est sur le stockage donc énergétique dans les véhicules, et vous allez le voir évidemment une assez forte connotation sur les sujets hydrogène. Il y a beaucoup de matière, je ne suis pas sûr de pouvoir tout couvrir, mais j'espère que quelque part cette présentation qui est assez complète vous servira et puis surtout donnera naissance à des questions qu'on pourra traiter par le futur. Un premier sujet, c'est tout simplement autour de cette transition dont tout le monde parle. Pourquoi cette transition et pourquoi est-ce que finalement elle pousse vers cette électrification? Il y a un lien direct entre transition et électrification. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette première partie. Vous le savez, aujourd'hui, les énergies fossiles que nous voulons éviter au maximum nous permettent d'avoir du gasoil et de l'essence. La transition énergétique, ça consiste à stopper cette utilisation de notre terre et plutôt d'utiliser des énergies renouvelables qui pourront générer deux types d'énergie, celle dans les carburants de synthèse et celle dans l'électricité. Entre l'électricité et l'autre option, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe dans les news, parce que c'est un élément très important à prendre en compte dans vos réflexions. Sachant que cette réflexion, j'ai envie de vous dire, j'en partage une, elle ne s'impose pas à tout le monde, mais c'était clairement un axe qui a convaincu le groupe Michelin. On le voit aujourd'hui, on pense que l'automobile thermique, c'est terminé et qu'on va basculer sur des véhicules qui ne seront plus des véhicules thermiques. Donc, c'est un état de fait aujourd'hui. On est engagé dans cette transition. Et une des raisons, c'est celle notamment qui concerne les énergies fossiles qui ont créé
beaucoup, je dirais, de dégâts de manière générale. D'abord sur les économies, avec un prix du pétrole qui est très fluctuant, et vous imaginez bien, particulièrement en France et en Europe, le manque de maîtrise qu'on peut avoir sur ce sujet. Également des problèmes de sécurité liés à ce carburant, la question du réchauffement climatique que vous connaissez évidemment très bien, et de l'air qui est de plus en plus pollué. Donc il était clair que les politiques devaient se saisir de ce sujet, et ils l'ont fait avec des politiques très volontaristes, très claires. Euh, euh, Ici, un exemple venant de la communauté européenne, probablement besoin de mettre à jour ces informations, puisque tous les ans, quasiment, vous avez des nouvelles politiques très claires qui nous poussent vers cette transition pour abandonner les énergies d'origine fossile. Alors très concrètement, pour ce qui concerne le transport, vous avez aujourd'hui des pénalités très lourdes qui sont appliquées à celles et ceux qui tout simplement ne respecteraient pas une courbe de décroissance des émissions de CO2. Et l'expression de ces pénalités peut varier un petit peu, mais concrètement, vous le voyez, au gramme près, il peut y avoir des pénalités très significatives qui s'imposent à tous les acteurs qui voudraient continuer à favoriser une consommation des énergies fossiles. Très clair, sauf qu'aujourd'hui, les transports, ils dépendent aujourd'hui à 95% de ces énergies fossiles. Ici, vous avez un schéma de l'Europe qui concerne l'Europe, et je dirais que visuellement, vous voyez bien que ce qui est noir sur cet écran est d'origine fossile, le vert est d'origine renouvelable, le nucléaire qui est toujours difficile à positionner est dans une autre couleur, et vous comprenez que finalement aujourd'hui, on a impérativement encore besoin de ces énergies d'origine fossile pour fournir les différentes industries, les bâtiments, le transport et d'autres encore. Pour cette transition, il est clair aujourd'hui que entre ces trois options de départ que sont le renouvelable, le fossile et le nucléaire, les scénarios qui ont été construits par des équipes internationales, notamment le scénario d'EDS qu'on appelle le scénario 2 degrés, c'est-à-dire qu'on s'autorise quelque part une élévation de la température de 2 degrés, ce qui aura déjà des conséquences, c'est de dire qu'il faut absolument faire grandir les énergies d'origine renouvelable de manière très conséquente, diminuer les énergies fossiles quasiment d'autant, et l'écart entre les deux pourrait encore être fourni par le nucléaire. C'est le scénario tel qu'il est décrit par ce collège d'experts internationaux. Ça ne reflète pas une opinion, c'est celui sur lequel aujourd'hui beaucoup de politiques travaillent pour voir comment est-ce qu'on le met en œuvre concrètement. Pourquoi l'électricité? On en parle souvent d'électricité, mais pourquoi? En fait, toutes ces énergies en fait, qu'on a vues, elles sont là pour produire deux outputs, deux sorties, pardon, l'électricité et de la chaleur. Et je dirais que c'est le cas de tout ce que nous faisons aujourd'hui avec ces énergies. Et en l'occurrence, vous voyez que quels que soient les scénarios qui sont pris en compte par les politiques, vous voyez que dans tous les cas, une génération d'électricité représente la majeure partie. C'est, quelles que soient les barres que vous voyez ici, c'est bien l'électricité qui grandit le plus. Sachant qu'aujourd'hui, encore une fois, le scénario de base, c'est le scénario 2 degrés, c'est celui qui est appelé Current Policies sur cet écran. Donc, quand bien même ce ne serait pas ce scénario de 2 degrés, vous voyez que l'électricité est clairement aujourd'hui l'énergie mise à disposition en plus grand nombre, et c'est celle qui croît le plus. Alors, il va falloir trouver donc des solutions, puisque cette transition s'impose à nous pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Quelles peuvent être ces solutions? On va partir du point de départ. Le point de départ aujourd'hui, c'est le diesel. Pourquoi est-ce qu'on prend le diesel? Parce qu'il y a une bonne raison
pour laquelle le diesel aujourd'hui représente autant dans nos usages quotidiens, c'est que c'est celui qui présente le meilleur rapport prix-performance pour la mobilité. Avec en fait, avec un plein, c'est-à-dire 60 litres, ce qui n'est pas grand-chose, que vous collectez en 2 minutes, ce qui est très rapide, vous avez accès à quelque chose comme 900 kilomètres d'autonomie, ce qui est beaucoup. Vous pouvez développer des puissances de l'ordre de 100 chevaux qui sont suffisantes pour toutes et tous dans des usages quotidiens. Le tout moteur plus réservoir, etc., ne pèse entre guillemets que 300 à 400 kg. On arrive à faire fonctionner cette énergie de moins 40 degrés à plus 80 degrés. C'est relativement stable. C'est protégé des problèmes d'humidité. Les chocs ne sont pas un problème. Les vibrations non plus. Tout ça pendant la durée de fonctionnement d'une voiture qui est environ de 5000 heures. Et en termes de prix, aujourd'hui, si les constructeurs voulaient nous dire exactement ce que leur coûtait la fabrication d'un groupe motopropulseur plus les réservoirs, on verrait qu'on est autour de 3 000 € avec un litre de gasoil à 1,40 €, sachant qu'il est très fortement taxé. Donc, vous comprenez, le pétrole aujourd'hui, il fait partie de l'équilibre d'un pays. Et quand on voit que, en plus, ce carburant est une voie privilégiée de collecte de l'impôt, que le véhicule, il peut absolument tout faire, à la fois vos usages du lundi, du mardi, mais aussi du week-end et de vos congés, que c'est aussi bien pour des usages personnels que des usages professionnels, eh bien, vous comprenez que la référence à battre, elle est très compliquée et qu'il y a des très bonnes raisons pour lesquelles on est autant intéressé par le diesel. Alors peut-être la première voie, ce serait de penser au nouveau moteur diesel. On en a beaucoup parlé jusqu'à il y a peu de temps, avec beaucoup d'améliorations diverses et variées. Je ne rentrerai pas dans les détails. Ça commence peut-être par des hybridations, vous en avez beaucoup entendu parler, des technologies de compression variable, etc., etc. Le problème, c'est qu'à la fin, au bout du bout, vous êtes toujours polluant. Et qu'on brûle du biogaz, du biodiesel, c'est toujours polluant. La question, c'est quel est le niveau de pollution que l'on est prêt à accepter. Eh bien, il y a encore peut-être 5 ans de cela, on va dire que les polluants du diesel étaient acceptés, notamment au regard des gains en termes d'émissions de CO2 qu'ils permettaient. Aujourd'hui, ce n'est plus accepté. On considère que les pollutions sont inacceptables, notamment en centre-ville. Et donc, aujourd'hui, le diesel est quasiment mort dans toutes les zones du monde. Il l'était déjà dans des zones telles que l'Asie et l'Amérique du Nord, qui utilisaient beaucoup l'essence. Mais finalement, eux rencontrent la même difficulté. Ce n'est pas seulement une question de diesel, c'est une question de moteur thermique, qui sont en plus, évidemment, malgré tous les progrès qui ont été faits, et malgré le relativement bon rendement du moteur diesel, à la fin, vous êtes de toute façon également générateur de CO2. Et on a dit qu'on voulait stopper ou très drastiquement diminuer ces émissions de CO2, comme on l'a vu tout à l'heure. Une autre solution, c'est l'électricité stockée dans des batteries. Tout de suite, on résout là un premier problème, c'est le problème des émissions, puisque par définition, le véhicule à batterie est zéro émission, évidemment, dans sa phase de roulage. Toute la question est de savoir comment on produit l'électricité, mais cette question-là, elle se pose quelles que soient les énergies que l'on souhaite utiliser. Là, je parle bien sûr de la partie zéro émission en phase de roulage. Alors la batterie, clairement, elle a beaucoup d'applicatifs et je dirais que chaque année qui passe, et je devrais même dire chaque mois qui passe, et l'année 2020 a été de ce point de vue-là assez incroyable, c'est clair que les véhicules à batterie deviennent une nouvelle norme sur toute une catégorie de véhicules. Évidemment, ça vient avec quelques inconvénients par rapport à ce que nous connaissons des moteurs thermiques, à savoir qu'aujourd'hui, vu la densité énergétique des batteries lithium-ion, on reviendra sur ce sujet juste après, bien c'est quand même 20 fois plus lourd.
que le gasoil, par exemple, et ça nécessite un temps de recharge qui est long. On peut parfois le réduire de manière ponctuelle avec des charges ultra rapides, mais en moyenne, ça nécessitera un temps beaucoup plus long de recharge qui va se chiffrer en plusieurs dizaines de minutes, voire en plusieurs heures. Évidemment, ça fait que cette batterie, elle va probablement se démocratiser. Aujourd'hui, on parle beaucoup des véhicules électriques à batterie, mais il n'y en a pas non plus encore tant que ça sur le marché, mais ça va continuer. Il va y en avoir sur tous les petits véhicules, les véhicules avec des faibles kilométrages journaliers qui peuvent se permettre une recharge quotidienne, par exemple, à la maison, ou des véhicules haut de gamme que vous connaissez bien, tels que les Tesla, avec des usages restreints et qui finalement sont capables de se payer des batteries que d'autres ne pourront pas se payer. Puisqu'on est entre ingénieurs, parlons un peu technique sur cette question des batteries et notamment du lithium-ion dont on parle beaucoup. Le lithium-ion, aujourd'hui, il a une limite physique en termes de densité énergétique qui est de 550 Wh par kilo. 550 Wh par kilo. Il faut le comparer à ce que nous avons aujourd'hui dans les moteurs thermiques qui ont des densités de l'ordre de 10 000 Wh par kilo. Je vous invite d'ailleurs à être vigilant parce que parfois on oublie tout simplement ce rapport 1000. Certains vont parler de wattheure et d'autres vont parler de kilowattheure. Donc la valeur la plus communément utilisée, c'est le kilowattheure, mais quand on va parler du lithium-ion, on est obligé de parler du wattheure. Et il ne s'agirait pas de comparer 550 à 10, c'est bien 550 comparé à 10 000. Donc clairement, on est très très loin du compte. Alors il y a des développements qui sont en cours pour essayer de se rapprocher de cette limite physique, mais aujourd'hui, et vous prenez tout simplement le poids d'une batterie, par exemple d'une Tesla, et la quantité d'énergie qu'elle est capable de transporter en kilowattheure. Donc, vous prenez les kilowattheures, vous les divisez par les kilos et vous verrez qu'on n'est pas très loin de 150 aujourd'hui, maxi 200. On essaie de s'en rapprocher avec beaucoup, beaucoup de technologies. Mais vous voyez que malgré tout, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Il y a d'autres technologies qui sont en discussion. Je ne suis pas un expert, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a encore d'autres technologies qui sont regardées pour essayer d'augmenter cette densité énergétique. Mais vous ne pouvez pas isoler la question de la densité énergétique d'autres paramètres qui sont indispensables pour l'utilisation d'une batterie, c'est-à-dire la puissance qu'elle va être capable de mettre à disposition, les aspects de sécurité, des aspects de durabilité qui sont, vous le savez sans doute, s'agissant notamment des batteries de vos téléphones portables respectifs, une vraie question. Et le dernier qui est vraiment pas le plus négligeable, c'est les questions de coût. On a besoin que ce ne soit pas seulement 5 ou 10% du marché qui peut se payer un véhicule à batterie, il faut que tout le marché puisse se payer une batterie. Et c'est un point extrêmement important. L'énergie de demain, la manière de la stocker doit être une manière démocratique, accessible à tous. Et si c'est quelque chose qui coûte trop cher, ce sera pas, au final, ça n'aura aucun intérêt d'un point de vue environnemental. Je rajoute également cette question des matières rares que l'on va éventuellement être obligé d'utiliser pour ces batteries. Et ça, c'est un point clé dans les réflexions, puisque si finalement vous déplacez le problème et vous êtes obligé de continuer à consommer notre terre pour réaliser des batteries, et qu'accessoirement ces terres dont nous parlons, eh bien, nous n'en avons pas, par exemple, en Europe et en France, et qu'à nouveau nous sommes dépendants d'autres économies, on n'aura probablement pas franchement réglé tous nos problèmes. D'où la question du stockage d'électricité grâce à l'hydrogène. C'est de là qu'on vient sur le sujet de l'hydrogène. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'hydrogène? J'ai envie que votre œil soit immédiatement attiré par ce chiffre qui est surligné, qui est de 33 kWh, c'est-à-dire 33 000 Wh par kilo. Vous le voyez, la densité énergétique de l'hydrogène est juste colossale, c'est tout simplement la plus importante qui existe.
C'est beaucoup plus que ce qu'on a dans un carburant type essence ou diesel, puisque je vous le rappelais tout à l'heure, on parlait de 10 000 Wh par kilo ou de 10 kWh par kilo. Ici, c'est 11. Donc, on est dans un rapport de l'ordre de 1 à 3. Avec évidemment également, comme on l'a vu pour la batterie tout à l'heure, du zéro émission en phase de roulage, et avec toujours cette question de comment est-ce que je génère l'électricité. Il faut qu'elle soit effectivement d'origine renouvelable. Mais une fois qu'on a cette électricité, on a ici accès à un vecteur qui est très dense en énergie. Alors, également un autre point, au cas où il y a un doute, l'hydrogène, lorsqu'il est utilisé dans des piles à hydrogène, ne produit aucun polluant, il ne produit que de l'eau, ce qui ne gâche rien, bien au contraire à l'intérêt de l'hydrogène. Il y a évidemment un mais, puisque pour réussir à utiliser 33 kWh par kilo, il y a besoin de passer par beaucoup d'étapes, et ces étapes en elles-mêmes vont diminuer ce chiffre de 33 000. Mais vous voyez qu'entre 33 000 et 550, dont on parlait tout à l'heure pour les batteries, on a quand même la possibilité de se, entre guillemets, payer quelques handicaps dans la transformation pour arriver à utiliser l'hydrogène. Un des premiers challenges, c'est la question des réservoirs. Aujourd'hui, l'hydrogène, vous le savez, s'il n'est pas contraint, comme c'est le plus léger de l'univers, vous allez le voir partir, et évidemment, vous ne pourrez pas l'utiliser, par exemple, dans un véhicule. Donc, il faut qu'il soit très contraint. Donc, il est sous pression. Ça va être des stockages qui étaient à 350 bars. Désormais, on est à 700 bars. Certains commencent à parler, comme Volvo Daimler, de stocker l'hydrogène à l'état liquide. Donc, ça nécessite des réservoirs qui sont capables de tenir l'hydrogène à cet état de pression. Donc, de fait, on va rajouter de la masse pour arriver à contenir cet hydrogène. Néanmoins, si on compare par rapport à une batterie, vous voyez que je partirai du bas sur la petite infographie à droite du slide. Si on part des 45 kg de carburant qui sont dans votre véhicule diesel, ça devient 125 kg d'hydrogène. Je dis bien que c'est réservoir plus hydrogène, hein, et vous l'imaginez bien, s'agissant de l'hydrogène, dans ces 125 kg, c'est surtout les réservoirs. Et puis la batterie, on est sur quelque chose autour de 700, donc quelque chose de beaucoup plus lourd. Je ne vais pas le redire à chaque fois, mais c'est très important pour moi, et je pense que c'est très important pour le groupe Michelin, à aucun moment de dire l'hydrogène, c'est la panacée et la batterie est une mauvaise voie. En fait, ce que je vous décris là, c'est simplement une complémentarité des deux manières de transporter l'énergie, et c'est simplement la question de l'usage qui va vous permettre de savoir vers laquelle des deux technologies il vaut mieux aller. Toujours dans la partie intéressante pour l'hydrogène, c'est la vitesse de recharge. Et d'ailleurs, je ne devrais pas dire recharge, mais je devrais tout simplement dire la vitesse à laquelle on fait le plein. Dans une batterie, aujourd'hui, voilà, on est sur des durées de quelques heures pour vraiment recharger complètement une batterie. Il y a des moyens d'avoir ponctuellement des recharges très rapides qui vont prendre, comme je le disais tout à l'heure, quelques dizaines de minutes, une demi-heure, 45 minutes. Il ne faut pas non plus trop en abuser parce que ça a un certain impact sur la durabilité de la batterie. Faire le plein d'hydrogène, ce n'est pas beaucoup plus long que faire le plein d'un véhicule diesel ou essence. On parle de l'ordre de 3 minutes pour un véhicule assez standard, particulier. On parlerait de 8-10 minutes si on était sur un gros camion qui devait en transporter beaucoup. Évidemment, à ce stade, pensez aussi à la fois à l'objectif final qui est de s'orienter vers une mobilité parfaitement propre, mais il faut également penser au business model. Lorsque vous êtes propriétaire d'une station, a priori, que vous délivriez du carburant tel que du diesel, de l'essence, de l'hydrogène ou de l'électricité pour les batteries,
on va dire que vous n'avez pas d'opinion à ce stade. Par contre, ce qui va être important pour vous, c'est de savoir si sur un terrain donné, sur un foncier donné que vous possédez, quel trafic vous avez. Si à chaque client qui vient pour faire le plein, il doit rester sur votre terrain 45 minutes, alors qu'avec d'autres technologies, le véhicule du client ne restera que quelques minutes, vous imaginez bien que vous allez pouvoir générer beaucoup plus de business dans le deuxième cas. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête. Par rapport à cette problématique du temps de recharge. Également garder en tête que peut-être que dans un usage privé avec des faibles kilométrages quotidiens, finalement, ce temps de recharge n'est absolument pas un problème. Et dans ce cas-là, effectivement, encore une fois, la batterie est une très bonne solution. Si par contre, dans votre usage, vous avez plus d'intensité, par exemple parce que vous êtes un professionnel, par exemple parce que votre véhicule est votre outil de travail et qu'il doit tourner quasiment 24/24. On peut parler d'un bus, on peut parler d'un camion, on peut également parler d'un véhicule utilitaire léger. Et bien dans ce cas-là, cette question du temps de recharge est importante. Et s'il est trop long, il va avoir un impact direct sur le temps sur votre business. La question du prix est importante aussi. Et quelque part, là aussi, c'est une très bonne façon un peu de distinguer là où la batterie fait du sens et là où l'hydrogène fait du sens. Si vous n'avez pas besoin de stocker beaucoup d'énergie, finalement, l'hydrogène et son stockage auront du mal à être compétitifs parce que vous devez immédiatement vous payer un réservoir. Donc, les coûts fixes sont importants et si vous mettez très peu d'énergie dedans, très peu d'hydrogène, vous aurez du mal à rentabiliser. Alors que la batterie, vous pouvez commencer par mettre simplement la batterie d'un téléphone portable pour votre téléphone portable et puis plus vous avez besoin d'énergie, plus vous en rajoutez. C'est ce qu'a fait Tesla. Hein. Tesla, le point de démarrage de Tesla, c'est de dire il y a tellement de batteries aujourd'hui qui sont produites pour les téléphones portables que l'industrialisation de ces batteries fait que le coût sont bas. Donc, au lieu d'inventer une nouvelle batterie, je vais prendre toutes ces batteries et je vais les mettre de manière prodigieusement intelligente les unes avec les autres pour pouvoir générer l'énergie dont j'ai besoin pour mon véhicule. Donc, encore une fois, si on est sur un besoin d'énergie relativement faible, aujourd'hui, la batterie est une très, très bonne solution et c'est difficile d'être compétitif. Si par contre, vous allez vers des besoins en énergie à bord plus importants, là, vous allez pouvoir facilement rentabiliser les coûts fixes du réservoir à hydrogène. Et donc, sur un outil que vous aurez déjà payé, vous pourrez mettre plusieurs kilos, voire dizaines de kilos d'hydrogène. Et là, vous vous donnez l'autonomie dont vous avez besoin sans avoir besoin de recharger. Donc, la conclusion est simple, et c'était mon propos tout à l'heure en termes de comparaison entre la batterie et l'hydrogène. L'hydrogène, c'est très intéressant pour les gros consommateurs d'énergie. Si vous êtes sur des petits véhicules, tout petit véhicule, c'est la batterie clairement, et il faut aller vers des usages qui sont plus intensifs, que ce soit en termes d'autonomie, besoin d'autonomie, que ce soit en termes de charge à transporter ou que ce soit en termes d'utilisation flexible du véhicule, c'est-à-dire un temps de recharge qui soit proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Également, pour conclure sur cette partie-là, une nouvelle raison de ne pas opposer hydrogène et batterie, qui sont encore une fois tous les deux des bonnes façons de transporter l'énergie dans les véhicules et de permettre cette transition énergétique, eh bien, c'est de panacher les deux. C'est-à-dire de faire des véhicules qui vont avoir des batteries et de l'hydrogène. Et là encore, plusieurs combinaisons sont possibles, depuis une très grosse batterie et une toute petite solution hydrogène qui permet de donner un surcroît d'autonomie pour ceux qui en ont besoin, à des solutions différentes où vous allez avoir principalement le système hydrogène qui pourvoit l'énergie dans le véhicule et la batterie qui va permettre d'en stocker de manière ponctuelle, notamment pour la récupération
de l'énergie au freinage, mais également, par exemple, si vous avez l'occasion malgré tout de brancher votre véhicule chez vous ou dans un entrepôt et que le fait de brancher ce véhicule pendant plusieurs heures n'est pas un problème, eh bien, vous pouvez ainsi à la fois bénéficier de l'électricité pas chère directement à la prise électrique et l'autonomie de l'hydrogène dans les cas où vous en avez besoin. Voilà le panorama pour l'hydrogène. Il y a évidemment des défis. Il y a beaucoup de défis aujourd'hui et je vais en décrire 5 aujourd'hui pour vous. Le premier, c'est évidemment que l'hydrogène doit être décarboné, mais ce problème, il se pose encore une fois à toutes les énergies qui utilisent l'électricité. L'électricité, on ne la trouve pas dans la nature, il faut la générer. Et si elle est générée par des moyens qui ne sont pas propres, vous n'avez probablement pas gagné grand-chose. Donc, il faut que l'hydrogène, comme l'électricité, soit décarboné. Alors, ce qui est intéressant avec l'hydrogène, c'est qu'en fait, vous avez plein de façons différentes de générer l'hydrogène. Et c'est ça qui rend d'ailleurs ce vecteur d'énergie si intéressant. C'est que vous avez à la fois un moyen qui est, je dirais, le plus simple et le plus évident, qui consiste à faire de l'électrolyse. Vous allez prendre de l'électricité, vous allez prendre de l'eau et puis vous allez générer de l'hydrogène. C'est le moyen le plus simple. Mais en fait, vous avez une foultitude d'autres moyens pour générer cet hydrogène et parfois des moyens auxquels on ne pense pas, qui sont liés à la biomasse, qui vont être liés à de la récupération de la chaleur, pas forcément d'ailleurs que celle d'origine nucléaire. Vous allez avoir des usines aujourd'hui qui génèrent de la chaleur. Eh bien, on peut récupérer cette chaleur et l'intégrer dans un procédé qui va permettre de générer de l'hydrogène. Et donc, c'est ça qui a rendu l'hydrogène si intéressant, et en particulier en Europe, parce que c'est à la fois un vecteur dont finalement l'Europe, comme tous les pays du monde, peut la générer sans dépendre d'autres économies ou d'autres pays. Donc, en termes de considération géopolitique, c'est très intéressant. Donc, je ne vais pas dans le thème, mais vous avez plein de façons de générer l'hydrogène. Et je vous avoue que l'année dernière, j'ai fait cette présentation, Patrick. Je venais d'arriver dans le domaine de l'hydrogène et je n'avais pas encore une bonne connaissance. Et j'ai été très, très étonné de découvrir en 2020 le nombre de procédés qui existent, qui permettent de générer l'hydrogène et la créativité. Honnêtement, c'est un boulevard. Hein. Je vous invite en tant qu'ingénieur à regarder. On crée l'hydrogène aujourd'hui à partir de choses très, très exotiques. Également, un point, c'est que c'est un vecteur d'énergie qui se stocke très bien. Vous le savez, par exemple, dans la batterie, il peut y avoir progressivement une déperdition. Vous stockez vous remplissez la batterie de votre téléphone à 100% et vous avez beau l'éteindre, vous avez beau le mettre en silencieux, tout ce que vous voulez, avec le temps, vous avez une perte. Évidemment, il y a encore certainement plein d'innovations à trouver pour limiter cette perte. Dans le cadre de l'hydrogène, c'est un peu plus simple. Tant que l'hydrogène est dans le réservoir, finalement, vous n'avez rien perdu. Donc, évidemment, il faut que le réservoir soit performant, mais aujourd'hui, faire de l'étanchéité, on sait faire. Et donc, l'hydrogène est un bon moyen de pouvoir notamment résoudre un problème que nous avons avec la génération des énergies dites renouvelables. C'est que le lieu et la temporalité de production de l'énergie propre n'est pas forcément synchronisée avec le lieu et la temporalité de la consommation de cette énergie. Donc, on a besoin à un moment de stocker l'énergie et on n'a pas envie de la perdre, cette énergie. Donc, l'hydrogène peut être un bon vecteur. Vous produisez l'électricité de manière propre. Par exemple, par électrolyse, vous le transformez en hydrogène. Vous compressez, vous stockez. Donc là, en termes de rendement, on a perdu, clairement, hein, puisqu'on avait l'électricité. On a dû faire des opérations pour la transformer en hydrogène et la stocker. Néanmoins, c'est stocké et on ne la perd pas et on peut même potentiellement la transporter pour l'utiliser sur d'autres véhicules. Donc, cette petite infographie qui est celle du chameau ou
dromadaire est bien connu des énergéticiens. C'est le décalage qu'il y a entre la production d'énergie propre et sa consommation. Un deuxième défi, et j'ai envie de vous dire, j'ai plus envie de l'appeler un défi parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un défi, c'est une question plus d'éducation. C'est est-ce que l'hydrogène, c'est dangereux? Alors, certains ont peut-être en tête des images, le fameux Hindenburg, qui d'ailleurs aujourd'hui ne fait plus beaucoup parler de lui, donc finalement je devrais presque la retirer de cette présentation, puisque c'est un ballon dirigeable connu et qui avait brûlé et qui était avec de l'hydrogène. Alors, il a brûlé ce dirigeable, il n'a pas explosé. Et c'est ça le point clé de l'hydrogène, c'est que l'hydrogène est tellement volatile que finalement, dès qu'il y a un problème, quel qu'il soit, vous le libérez, avec évidemment des débits bien réfléchis. Vous n'avez aucun risque de destruction massive. Vous avez effectivement potentiellement un risque d'incendie, mais je dirais nous l'avons dans d'autres domaines. Je ne parle pas de la bombe H, puisque vous imaginez bien que le procédé qui est utilisé dans les bombes H n'est pas du tout celui mis en œuvre dans les piles à hydrogène, donc il n'y a pas de comparaison. À noter que c'est également l'hydrogène a été utilisé en fait massivement, hein, donc aujourd'hui on sait le faire, il faut qu'on le réapprenne, donc pas tant de challenge. Bien entendu, il y a une multitude de normes et de règlements qui permettent de faire en sorte qu'on sache maîtriser l'hydrogène pour éviter de poser des problèmes de sécurité. À titre personnel, après un peu plus d'1 an de travail dans l'hydrogène, je peux vous dire que l'essentiel de ces normes et règlements est désormais bien plus centralisé et focalisé sur la question de la performance, beaucoup plus que sur la question de la sécurité. C'est devenu un non-sujet. Voilà, je vais passer ces slides parce que finalement, c'est ce que je vous disais. Peut-être un dernier point sur la question spécifiquement du crash, de la sécurité au moment de faire le plein et globalement la sécurité électrique. C'est couvert par des normes, par des règlements et aujourd'hui, l'expérience montre qu'il n'y a pas de problème majeur. On sait maîtriser cette problématique. C'est un mauvais procès, j'ai envie de dire, comme probablement on a voulu le faire aux véhicules électriques à un moment. Le troisième défi, c'est celui du coût et c'est probablement celui aujourd'hui qui nécessite le plus de votre énergie et de votre créativité. C'est qu'aujourd'hui, ça coûte encore cher. Alors, encore faut-il bien se définir ce qu'on appelle coûter cher. Parce que si on isole évidemment simplement le coût de la mobilité hydrogène à le kilo d'hydrogène, on va effectivement ne regarder que peut-être ce qui pose problème. Alors qu'en fait, l'hydrogène apporte des solutions par ailleurs. Notamment, ce qui fait aujourd'hui le coût de votre véhicule, ce n'est pas seulement sa consommation de carburant, même si aujourd'hui c'est le poste le plus important, mais c'est également le véhicule lui-même. C'est également son entretien et l'assurance. J'ai envie de vous dire, sur l'assurance, probablement on n'y touchera pas trop. Par contre, il faut savoir que de manière générale, les véhicules électriques, qu'ils soient batterie ou hydrogène, en termes d'entretien, c'est beaucoup plus simple. Et j'entendais dans des études assez complètes sur ces sujets qu'on peut estimer une baisse de l'ordre de 30% des frais de maintenance avec ce type de véhicule. Et donc forcément, encore une fois, quand on pose la question du coût, il faut vraiment le prendre au sens le plus large possible parce que travailler avec l'hydrogène est une façon de redéfinir aussi la distribution des coûts sur ces différents postes. Alors néanmoins, il y a eu des calculs qui ont été faits et la conclusion, elle est relativement simple. C'est de dire que pour qu'on soit équivalent à ce qu'on connaît aujourd'hui avec le diesel, il faut qu'on soit à environ 7 € du kilogramme d'hydrogène. Voilà, de manière un peu simplifiée. Vous voyez ici un certain nombre d'hypothèses qui ont été prises pour faire ce calcul. La question certainement qu'on se pose tout de suite, c'est de savoir, bon, c'est faisable ou pas ce 7 € du kilo? Eh bien, les experts nous disent que oui,
ce sera possible et que une fois qu'on aura industrialisé la production d'hydrogène, notamment en faisant appel à des très gros électrolyseurs, et avec un taux d'utilisation des stations fort, on parviendra à se rapprocher de ces 7 € et même peut-être aller un peu en dessous. Évidemment, si on fait la photo aujourd'hui, elle ne correspond pas du tout à ça, et pour cause, aujourd'hui, les électrolyseurs qui sont fabriqués sont relativement petits parce qu'ils viennent répondre à des besoins très, très ponctuels, ici ou là, et donc ils sont relativement chers ramenés au kilogramme d'hydrogène qui sont produits, et les stations sont encore très rares en Europe et ne sont pas encore suffisamment utilisées. Donc, on n'est pas en train de comparer des problèmes qui sont inhérents à la technologie hydrogène, on est en train de comparer une technologie naissante qui n'a pas encore son infrastructure, qui n'a pas encore optimisé ses coûts, avec, au contraire, s'agissant de l'essence ou du diesel, et de plus en plus la batterie, des infrastructures qui sont déjà en place depuis très longtemps et vous imaginez extraordinairement optimisées. En termes de véhicules, donc les véhicules, bien, il faut produire des piles à hydrogène. Et donc, aujourd'hui, de manière macro, lorsqu'on aura dépassé des productions de l'ordre de 20 000 unités par an, on sera en termes de TCO, là également, pardon, TCO, je n'ai pas précisé, c'est Total Cost of Ownership, c'est-à-dire le coût total d'usage d'un véhicule qui intègre son acquisition, mais également son entretien, sa consommation de carburant, ses assurances. Et la valeur de revente derrière qui est diminuée des montants précédents. Donc, on voit qu'au-delà de 20 000, on pense qu'on saura être finalement un TCO équivalent. Le véhicule coûtera peut-être plus cher, hein, dans ce scénario. Par contre, l'énergie coûtera un peu moins cher, et surtout la partie maintenance et d'une certaine manière l'assurance seront moins chères. Il est clair qu'entre la situation d'aujourd'hui où on ne fait que quelques centaines de véhicules hydrogène par an à cette situation où on en fera plus de 20 000, eh bien, clairement, il faut accompagner cette transition. Eh bien, aujourd'hui, les politiques ont bien pris ça en compte avec des subventions massives qui sont proposées, qui sont soit là pour venir aider la fabrication des véhicules, soit pour aider à diminuer le coût de l'hydrogène lui-même. Donc, vous l'avez entendu au mois de septembre, le plan français est un plan à 7 milliards d'euros. 7 milliards. Hein, aujourd'hui, je trouve qu'on parle de milliards comme si c'était des millions, mais on parle de milliards, c'est juste colossal. L'Allemagne a un plan à 9 milliards. Vous en avez également en Espagne, vous en avez également au UK. L'Europe voudrait également en rajouter et favoriser la synchronisation de ces différents plans. Donc, avec ces mécanismes de subvention, on va pouvoir quelque part compenser et favoriser l'industrialisation des technologies. J'en profite pour vous dire que Symbio, la société dont je parlais tout à l'heure, qui est ce futur géant français de la pile à hydrogène, clairement investit sur cette partie réduction des coûts et va poser la première pierre de son usine à Saint-Fond, près de Lyon, dans l'objectif de produire plus de 25 000 systèmes par an en 2025 et 200 000 en 2030. Il y a même des prévisions qui sont faites par le Department of Energy américain qui considère qu'en 2030, on peut se donner des objectifs de réduction de 50% même du TCO par rapport au diesel. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, en comparant batterie et hydrogène et en vous disant que c'est l'usage qui fait le tri, et bien là encore, sur cette question du coût, c'est l'usage qui fera le tri. Si vous ne roulez pas beaucoup, probablement que ce sera très compliqué de rendre compétitif un véhicule à hydrogène. J'ai envie de vous dire, c'est un peu le même raisonnement qu'on avait ou qu'on aurait dû tenir sur le diesel. Basculer sur le diesel, ça n'était intéressant par rapport à l'essence que si vous étiez un gros rouleur. Bon, par tout un tas de mécanismes, notamment fiscaux, il y a moyen un peu de changer cette logique. Mais dans le cas de l'hydrogène, sauf à ce qu'il y ait une fiscalité très particulière que nous n'avons pas simulée, il est clair que la rentabilité se fera si vous êtes plutôt un gros rouleur, c'est-à-dire si vous utilisez votre véhicule de manière intense.
spécifiquement sur la pile à hydrogène. Donc là, vraiment, j'ai fait un zoom sur les éléments d'une pile qu'on appelle le stack. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez que l'industrialisation de ces systèmes vont faire fondre les coûts. Aujourd'hui, pour quelques centaines, on est encore sur des moyens très manuels et on va les industrialiser comme l'humain a toujours su le faire dès qu'il a voulu baisser les coûts de quelque chose. La seule chose qui pourrait en fait empêcher cette réduction des coûts, ce serait que nous utilisions dans les piles à hydrogène des matériaux qui seraient extrêmement chers et dont on n'arrive jamais à baisser le coût. Alors, il y en a un aujourd'hui dans les piles à hydrogène qui s'appelle le platine et qui est nécessaire aujourd'hui pour le fonctionnement d'une pile. Mais il faut savoir que la quantité de platine aujourd'hui qu'on pense pouvoir utiliser dans le cadre d'une pile à hydrogène est proche de ce qu'on utilise aujourd'hui dans tous les pots catalytiques. Il y a du platine dans vos pots catalytiques et on ne va pas, je dirais, accroître la consommation de platine. On va tout simplement moins utiliser de platine pour les pots d'échappement et ce platine, on va utiliser pour les piles hydrogène. Donc, ça pourrait être un peu différent si on était en train d'utiliser plein de matériaux rares qu'on ne trouverait que dans quelques mines et particulièrement si ces mines sont rares et à l'étranger, hors de contrôle, que ce soit en termes de coût ou de disponibilité. Ce n'est pas le cas dans une pile à hydrogène. Quatrième défi, je suis sûr que vous l'aviez tous en tête, c'est celui de l'infrastructure. J'ai envie de résumer cette problématique. Qui de l'œuf ou de la poule? Est-ce que c'est des véhicules sans station? Est-ce que c'est des stations sans véhicules? Non, c'est très simple. Il faut juste bien synchroniser l'arrivée des véhicules et des stations. J'aurais envie de rajouter un troisième élément qui est la production d'hydrogène vert, à savoir ces électrolyseurs notamment. Et la synchronisation de ces différents ingrédients feront que la recette sera très, très bonne. Dans le domaine de la mobilité, vous voyez que la plupart des OEM, des constructeurs se préparent. Ici, vous le voyez, c'est les constructeurs de véhicules particuliers. Hyundai et Toyota sont de très très loin les leaders, avec une maîtrise totale de la chaîne de valeur. Honda également, mais peut-être pas autant que Hyundai et Toyota. Vous avez Mercedes, Audi et BMW qui, de manière, je dirais, très opportune, en parlent quand ça les arrange et n'en parlent pas quand ils ne veulent pas en parler, mais je peux vous dire que tous les trois travaillent dessus. Et également les groupes PSA, Ford, également Renault qui a fait une annonce récemment sur ce sujet. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire que il va y avoir l'arrivée des véhicules. Les véhicules arrivent. Les frais de R&D qui sont engagés par les constructeurs aujourd'hui sur ces véhicules, c'est bien pour vendre des véhicules. Donc ces véhicules, ils vont arriver sur le marché. Pareil pour le véhicule utilitaire, avec les véhicules utilitaires légers, mais également avec des véhicules plus lourds, et également des bennes à ordures, des bus et des camions. Donc forcément, au regard de ces véhicules qui arrivent, eh bien, vous avez des stations qui arrivent peu à peu. Il n'y en a pas encore beaucoup, qu'on soit clair. On est au début de cette décennie de l'hydrogène. Je pense qu'il doit y en avoir moins de 1000 en Europe. Mais ça vient. Les grands énergéticiens, notamment français, se positionnent. Et je trouve que l'Europe et la France en particulier font plutôt un bon travail pour synchroniser tout ça. Cinquième défi, c'est la question de la technologie, puisqu'il faut continuer à l'améliorer, mais j'ai envie de vous dire, c'est un défi que nous connaissons sur toutes les technologies. Donc, parmi les voies d'amélioration, vous avez d'abord le stockage de l'hydrogène, de sorte que nous arrivions à le stocker dans des réservoirs qui coûtent moins cher et qui sont plus simples à fabriquer. Beaucoup de travaux qui sont en cours en s'inspirant d'autres industries ou d'autres activités ailleurs. Également pour vous dire que s'agissant de l'amélioration continue, entre la pile à hydrogène telle qu'elle a été découverte au 19e siècle et la pile à hydrogène telle qu'elle sort aujourd'hui sous le capot de certains véhicules, il est clair qu'il y a eu d'énormes progrès qui sont faits. Le principe est toujours le même, mais par contre, sa mise en œuvre évolue et s'améliore constamment.
S'agissant du principe, le principe, écoutez, je pense que vous le connaissez, cette fameuse équation d'oxydoréduction que nous équilibrons. Lorsque l'hydrogène rencontre le catalyste, il va générer des ions, les hydrogènes, et puis des électrons. Et bien en fait, on fait en sorte que on fasse passer les ions par une membrane, mais que les électrons ne peuvent pas passer cette membrane. Et donc, on sépare ainsi les deux et on vient récupérer les électrons sur un circuit qui, tout simplement, génère de l'électricité qui est utilisée pour le moteur électrique s'agissant d'une voiture ou d'un camion. Les réactions, vous le voyez, ne génèrent finalement que des électrons et de l'eau et de la chaleur. Donc, c'est quelque chose de très propre et qui est très, très bien décrit, très, très bien maîtrisé. Le rendement théorique est très élevé. Il est de l'ordre de 80-90%. Alors, il va y avoir beaucoup, beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, notamment la température. Pour celles et ceux qui ont en tête les rendements des moteurs thermiques, on est plus autour de 25-30, plutôt 25%. Donc là, vous voyez qu'il y a un potentiel énorme du fait de ces rendements. Néanmoins, aujourd'hui, je dois le dire, on a encore du mal à atteindre ces rendements théoriques. On est plus aux alentours de 55% que de 80-90%. Mais théoriquement, on pourrait aller jusque-là. Donc, c'est encore une fois là matière à innovation et besoin d'ingénieurs pour réussir à améliorer et à obtenir ce rendement théorique. Aujourd'hui, la manière de le faire qui est la plus répandue dans l'industrie, c'est de le faire au travers de ce qu'on appelle une MEA, MIA en anglais, Membrane Electrode Assembly. Vous allez avoir une membrane, c'est celle qui fait que les protons hydrogène passent alors que les électrons ne passent pas. Vous allez mettre autour de cette membrane le catalyste, à savoir le platine, qui va faire que l'électricité, que nous allons, que l'hydrogène va être séparé entre son proton et son électron, et vous allez entourer cette MEA de plaques qu'on appelle des plaques bipolaires, par lesquelles vous allez faire passer notamment le refroidissement. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'acteurs qui sont partis sur cette technologie. En fait, pour tout vous dire, notamment dans la mobilité, tous les acteurs sont sur cette technologie. Donc, je vous parlais de Hyundai, Toyota, Honda, tout le monde utilise cette même technologie. Par contre, la mise en œuvre peut être un peu différente, notamment les matériaux utilisés, puisque les plaques bipolaires, aujourd'hui, sont soit en métal, soit en graphite. Et je peux vous dire que c'est absolument passionnant parce que vous en avez, allez, je vais dire, autant qui pensent que le graphite va gagner et autant qui pensent que le métal va gagner. Donc, c'est extraordinaire les débats d'ingénieurs qu'il y a, sachant qu'à chaque fois, vous devez toujours garder en tête que si vous isolez un seul élément de comparaison, c'est très facile de dire lequel va gagner, mais si vous voulez prendre en compte tous les critères de comparaison, la performance, le rendement, le coût, le poids, la disponibilité, la mise en œuvre, et j'en passe, la sécurité, si vous voulez tout prendre en compte, la comparaison est difficile. Donc, sujet passionnant pour les ingénieurs. Patrick, je vois qu'il est 18. Oui, oui, on atteint vraiment la fin. Là, il faudrait que l'on puisse conclure. Écoutez, la fin du temps octroyé. Oui, écoutez, je ne vais pas aller dans le détail davantage, juste pour vous dire, et je vais conclure là-dessus, qu'il y a des premiers véhicules qui arrivent et que ces véhicules fonctionnent à l'hydrogène, tout à fait performants. Donc, l'histoire est lancée, le politique s'en est emparé, il y a des plans de subvention tout à fait conséquents qui arrivent. Donc, j'ai envie de vous inviter à quelque part rejoindre cette décennie de l'hydrogène et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir en 2030 pour confirmer que chacun des chiffres que je vous ai affichés a été parfaitement atteint à la virgule près ou évidemment dépassé. Eh bien, le rendez-vous est pris pour 2030.
Et en tout cas, Yves, un immense merci pour cette présentation, hein, qui a bien montré les différents enjeux, l'intérêt, les difficultés qu'il y a sur tous les débats que l'on aborde à la transformation des mobilités. Difficulté qu'il y a effectivement à choisir un angle d'attaque. On a besoin de jouer avec beaucoup d'éléments et tout ça est absolument essentiel. Alors, ce que je propose simplement, c'est que on ne dépasse pas peut-être 5 minutes, hein, mais pas plus, là, pour des questions qui se présenteraient, parce que sinon on va être un petit peu trop en retard. Nicolas, est-ce qu'il y a des questions qui sont dans la… Oui, alors Gérard Bonner souhaite poser des questions sur les réservoirs. Très bien. Oui, bonjour. J'ai deux questions de nature très différente sur les réservoirs. La première question, c'est que dans votre introduction, vous avez parlé de l'activité de Symbio en ce qui concerne les piles. Vous n'avez pas mentionné s'il y avait une activité en ce qui concerne les réservoirs. La deuxième question en ce qui concerne les réservoirs, c'est que on travaille aujourd'hui pour les véhicules légers ou moyens sur de l'hydrogène compressé à 700 bars aujourd'hui. Les questions, vous avez abordé le fait que Mercedes en particulier travaillerait et BMW sur de l'hydrogène liquide. Est-ce qu'en termes de réservoir, ça ne pose pas aussi la question de la température de conservation de l'hydrogène? Merci. Merci. Alors, je réponds à la première question. Effectivement, Symbio aujourd'hui ne propose, j'ai envie de dire, que des piles à hydrogène. C'est déjà quelque chose de très important. Nous avons choisi de séparer la question du réservoir de la question de la pile à hydrogène dans la constitution de Symbio, mais sans oublier que les réservoirs sont nécessaires et indispensables. Et la bonne nouvelle, c'est que le coactionnaire de Michelin dans la société Symbio fait des réservoirs. Donc, quelque part, s'agissant de l'évolution technologique, le groupe Faurecia est complètement engagé pour continuer à l'améliorer et en réduire le coût. Et lorsque des clients cherchent des solutions, je dirais en clé en main, il a la possibilité, en allant voir Symbio et Faurecia, de disposer des deux. Rappelons que dans les véhicules thermiques, aujourd'hui, les réservoirs sont complètement séparés de la partie groupe motopropulseur. Donc, ce n'est pas choquant d'avoir séparé ces deux éléments. Mais c'est bien pris en compte et effectivement, c'est nécessaire. Sur l'hydrogène liquide, oui, c'est effectivement aujourd'hui, on en est au début et je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de débats pour savoir si l'hydrogène liquide sera une réalité un jour parce que les conditions de stockage sont absolument compliquées, très compliquées. On parle de température proche du zéro absolu et nous avons également une difficulté en termes de rendement parce que vous allez produire de l'hydrogène qui évidemment n'est pas à l'état liquide et donc il va falloir compresser pour le mettre à l'état liquide. Et si on regarde le cascade de rendement, je vous disais, on partait de 33 000 Wh pour essayer d'arriver vers 10, qui est celui de ce qu'on a aujourd'hui avec le diesel ou l'essence. Si on passait à l'hydrogène liquide, il est clair que on va beaucoup consommer cette énergie pour compresser l'hydrogène. Donc, ça reste encore un grand challenge et je peux vous dire que j'ai été un peu surpris de voir que le groupe Daimler-Volvo se lance dans l'hydrogène liquide parce que aujourd'hui c'est encore un débat et il n'est pas tranché. Très bien. Laurent Sabourin, donc de Sigma, a une question sur les moteurs thermiques alimentés à l'hydrogène. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai trouvé l'exposé vraiment très intéressant. Alors, j'aurais une petite question. Je suis un petit peu novice dans le secteur. Il y a l'autre solution qui consiste à changer le gasoil ou l'essence par de l'hydrogène, c'est-à-dire alimenter les moteurs directement thermiques, qui permettrait une évolution et un recyclage technique. Alors, quel en est-il de cette solution, en sachant qu'elle reste aussi polluante, mais est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce qu'il y a un comparatif qui est fait? Comment se positionne la pile à hydrogène par rapport à cette solution? Merci. Effectivement, certains parlent de cette idée. Alors, j'ai envie de vous dire, elle présente l'avantage de son inconvénient et l'inconvénient de son avantage. Son avantage, c'est qu'elle permet finalement de réutiliser énormément de composants que nous savons fabriquer aujourd'hui de manière industrielle. Et par conséquent, c'est peut-être une bonne transition finalement que de commencer par garder l'essentiel de ce qu'on a
commencer à introduire l'hydrogène, commencer à installer cette infrastructure qui sera nécessaire également pour des moteurs à combustion à hydrogène. Le problème, l'inconvénient de cela, c'est qu'en fait, elle ne résout pas finalement le problème que nous, quelque part, tout le monde veut résoudre complètement, qui est celui de l'émission de polluants, puisque en fait, en brûlant l'hydrogène, vous allez continuer à générer des polluants. Or, je pense que la plupart des acteurs ont envie de s'inscrire dans le zéro émission et zéro pollution, et n'ont pas envie de faire tellement d'efforts, d'engager tellement d'investissements pour finalement continuer à avoir des polluants qui sont gérés. Mais néanmoins, c'est une voie tout à fait intéressante. Elle n'est pas tellement aujourd'hui mise en visibilité. Moi, je soupçonne qu'il y ait certains acteurs qui sont très fortement dépendants des moteurs thermiques aujourd'hui. Oui, qui sont dessus. Qui sont dessus parce qu'ils ont des tels actifs qu'ils ne peuvent pas se permettre de les jeter au rebut. Donc, je soupçonne qu'ils travaillent dessus. Et c'est possible d'ailleurs que sur certaines mobilités, ça apparaisse. Mais encore une fois, ça ne résout pas le problème du zéro polluant, zéro émission. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je crois que malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Et je tiens donc à remercier à nouveau Yves Forisson là, pour cette très, très brillante présentation. Et avec nos remerciements, eh bien, on vous adjoint également tous nos voeux de succès voilà, dans le développement des activités chez Michelin et dans l'ensemble de la joint venture là, avec Symbio et Faurecia, comme vous l'avez dit. On espère qu'effectivement, il va y avoir de très, très beaux développements et que la région Auvergne sera associée à ce développement, bien évidemment. Écoutez, je l'ai toujours au fond de ma pensée et très concrètement juste derrière moi par cette image, cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Et merci pour vos vœux et avec plaisir pour continuer à collaborer, Patrick.